Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec Saily, une application qui vous permet d'avoir internet facilement à l'étranger. On vous en dit plus en fin de vidéo. L'affaire Epstein, du nom de ce milliardaire américain mort en prison avant d'être jugé pour trafic sexuel d'adolescentes, n'en finit pas d'embarrasser Donald Trump. Ce jeudi, le Wall Street Journal a révélé l'existence d'une lettre à connotation sexuelle signée par Donald Trump en 2003 et adressée à Jeffrey Epstein. Par ailleurs, l'administration de Trump a décidé de renvoyer la procureure chargée du dossier. Mais alors que son propre camp se déchire depuis quelques jours autour de cette affaire, que se passe-t-il exactement? Que sait-on de la relation entre Trump et Epstein? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour sur YouTube, en voix off aujourd'hui et sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas. Alors, on vous en parlait la semaine dernière, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, mais pour ceux qui n'ont pas suivi, Jeffrey Epstein, c'était donc un financier américain très influent, accusé d'avoir mis en place au moins entre 2002 et 2005 un grand réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures qu'il faisait venir dans ses résidences de Manhattan, Palm Beach en Floride ou encore sur son île privée dans les Caraïbes. Le tout pour qu'elles se livrent à des actes sexuels rémunérés, sachant que Jeffrey Epstein a donc été accusé par de nombreuses femmes d'agressions sexuelles et de viols. On parle donc ici de véritables crimes sexuels et de pédocriminalité. L'enquête, qui existe depuis le milieu des années 2000, avait été relancée en 2019 après les révélations du journal Miami Herald. Jeffrey Epstein avait finalement été arrêté puis inculpé pour trafic sexuel de mineurs et complot pour trafic sexuel, mais il a ensuite été retrouvé pendu quelques semaines plus tard dans sa prison à New York. Alors on va en venir à Trump dans quelques instants, mais l'enquête autour de Jeffrey Epstein, elle alimente depuis des années de nombreuses théories. Par exemple, de nombreux Américains soupçonnent les autorités de cacher des informations liées à l'affaire Epstein afin de protéger des personnalités influentes et fortunées. Ces soupçons, ils sont alimentés d'abord par le fait que Jeffrey Epstein lui-même connaissait de nombreuses personnalités. Bill Clinton, par exemple, ancien président des États-Unis, qui a effectué plusieurs voyages à bord de l'avion privé d'Epstein. Trump aussi, évidemment, on revient là-dessus dans un instant. Mais on peut aussi citer le prince Andrew de la famille royale britannique ou encore Ehud Barak, un ancien premier ministre israélien. C'est dans ce cadre-là que beaucoup de soupçons s'appuient sur l'idée qu'il existerait une liste de clients impliqués dans des crimes sexuels aux côtés de Epstein. Et parmi les partisans de Donald Trump, beaucoup croient que sur cette liste figurent aussi des personnalités importantes du camp démocrate, donc du camp de Joe Biden. Donald Trump a alimenté lui-même les théories sur le sujet, en relayant notamment sur Twitter des messages qui accusaient indirectement l'ancien président américain Bill Clinton. Pendant sa campagne, il avait aussi promis des révélations explosives s'il était réélu. Sauf que justement, certains fidèles de Donald Trump commencent à s'interroger pourquoi est-ce que le président des États-Unis chercherait aujourd'hui à enterrer l'affaire alors qu'il demande au public aujourd'hui de tourner la page. Déjà, il y a une forme de déception, si on peut employer ce terme, chez un certain nombre de personnes. On en parlait la semaine dernière, les documents concernant l'affaire Epstein qui ont été publiés ces derniers mois, ils n'apportent pas vraiment de nouveaux éléments. Le département de la justice a notamment rendu public un rapport qui assure, je cite, qu'aucune liste de clients n'a été découverte. Une déclaration donc complètement à rebours en fait de ce que déclaraient les proches de Donald Trump eux-mêmes. On peut par ailleurs noter que le ministère de la Justice a aussi indiqué qu'aucune preuve ne permet de conclure à un assassinat, indiquant donc qu'Epstein s'est bien suicidé en prison, alors que beaucoup pensent qu'il a été assassiné, le tout dans un contexte de nombreuses défaillances qui ont été observées, et ça en l'occurrence on le sait de façon factuelle, dans la nuit où son décès est survenu. Et c'est des défaillances notamment en matière de surveillance. Je vous mets le lien de plusieurs enquêtes directement en description. Résultat, les appels à la démission de la procureure générale, donc l'équivalent de la ministre de la Justice, Pam Bondi, qui est très proche de Trump, se multiplient ces derniers jours. Mais je le disais, ça ne s'arrête pas là, et là on en vient à la question de Trump et d'Epstein plus spécifiquement. En fin de journée, ce jeudi, le Wall Street Journal, média reconnu tout de même aux États-Unis, a révélé une information compromettante pour Donald Trump, l'existence d'une lettre à tonalité suggestive signée par Trump lui-même et extraite d'une sorte de livre d'or qui rassemble les messages de proches et d'associés d'Epstein à l'occasion de son 50e anniversaire en 2003. Ce document, en fait, il aurait initialement été identifié et analysé par le ministère de la Justice dans le cadre de son enquête sur Epstein pendant donc ce second mandat de Trump. Et cette lettre, je rentre pas dans les détails, mais elle contient plusieurs lignes de texte tapées à la machine, encadrées par le dessin d'une femme nue dessinée au marqueur noir. D'après le Wall Street Journal, la signature
signature Donald se trouve sous la taille du personnage, suggérant un pubis. Le texte se conclut par la formule suivante, je cite, « Joyeux anniversaire et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux ». Alors suite à cette publication, Trump a réagi en niant être l'auteur de cette lettre et en menaçant de poursuivre en justice le journal ainsi que son propriétaire. Bon, autant le dire tout de suite, les liens entre Trump et Epstein, ce ne sont pas des liens nouveaux et qu'on découvre aujourd'hui. Par exemple, dans un enregistrement audio de 2017 qui a été révélé l'an dernier par Michael Wolff, l'auteur notamment du livre Fire and Fury sur Donald Trump, dans cet enregistrement, on entend la voix de Jeffrey Epstein déclarer avoir été, je cite, l'ami le plus proche de Donald pendant 10 ans. Il prétend aussi lui avoir présenté sa femme Melania. Donald Trump lui-même avait reconnu la relation entre les deux sans qu'aucun comportement illégal ou répréhensible ne lui ait été reproché jusqu'ici. En tout cas, il n'a jamais été formellement accusé ou il n'y a jamais eu d'enquête particulièrement menée sur de potentiels agissements de Trump dans le cadre d'une relation avec Epstein. Cela dit, vous le savez probablement, même si ça n'a rien à voir ici avec Epstein, Donald Trump avait été condamné en appel à payer 5 millions de dollars pour agression sexuelle et diffamation. Ça s'est passé en fin d'année dernière dans le cadre donc d'une autre affaire. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la révélation de cette lettre et le fait que les autorités américaines refusent toujours de publier l'intégralité des dossiers officiellement en fait pour protéger l'identité de nombreuses victimes qui sont présentes dans le dossier. Tout cela alimente en fait tout un tas de spéculations, y compris d'ailleurs des formes de colère très importantes au sein d'une partie du camp de Donald Trump qui exige davantage de réponses et qui estime qu'il y a une forme de trahison de Donald Trump. Alors Trump a tenté de calmer le jeu en appelant ses partisans au calme et à la solidarité sur son réseau Truth Social, mais le malaise, vous l'imaginez, reste très palpable. Et ça prend même une dimension vraiment politique. On peut noter par exemple que Steve Bannon, qui est un ancien très proche de Trump, estime qu'une baisse d'engagement des militants pourrait coûter cher lors des prochaines élections de mi-mandat qui sont prévues en 2026. Bref, est-ce un moyen de faire une pression ou quoi? Mais donc l'entourage, même lointain de Trump, eh bien met la pression sur le président des États-Unis et estime que tout cela pourrait avoir un impact électoral lors des prochaines élections. Bon, le dernier élément quand même qu'on peut noter dans tout ça, c'est que l'administration de Donald Trump a décidé ce mercredi de renvoyer Maureen Comey, qui est la procureure en charge du dossier Epstein. C'est en tout cas ce qu'a révélé le média The New York Times. Maureen Comey est connue pour avoir supervisé les poursuites contre Jeffrey Epstein et son associé Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel. Ghislaine Maxwell qui a d'ailleurs été condamnée à 20 ans de prison. Et donc ce licenciement soudain par le ministère de la Justice, il est regardé de très très près, surtout que les raisons, au moment en tout cas où on enregistre, elles n'ont pas été communiquées. Bref, au vu des accusations extrêmement graves qui étaient portées à l'encontre de Jeffrey Epstein et au vu de ces dernières révélations sur les liens entre Trump et Jeffrey Epstein, ça me semblait intéressant de faire un point le plus factuel possible sur la situation pour savoir ce que l'on sait et ce qu'on ne sait pas. On vous tient au courant dans tous les cas directement sur Instagram. Vous êtes près de 5 millions maintenant là-bas. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité très importante et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré, je cite, regretter profondément le bombardement de son armée ce jeudi de l'église de la Sainte Famille, la seule église catholique de la bande de Gaza. Cette frappe a fait 3 morts et 10 blessés, dont le curé, selon le patriarcat latin de Jérusalem. L'armée israélienne a indiqué que selon une enquête préliminaire, des éclats d'un obus tiré lors d'une opération dans le secteur ont touché par erreur l'église. Ce jeudi, elle a affirmé ne jamais cibler intentionnellement les sites religieux ou civils et a indiqué examiner attentivement cet incident. Ce jeudi, le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Donald Trump. Selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou aurait dit à Donald Trump qu'il s'agissait d'une erreur des Israéliens de frapper cette église catholique. De son côté, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le cardinal de Jérusalem et a condamné fermement la frappe israélienne. À noter que l'église de la Sainte Famille est placée sous la protection historique de la France. Deuxième actu, l'Union européenne a adopté ce vendredi des sanctions sans précédent contre la Russie, selon le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il s'agit du 18e paquet de sanctions de l'UE contre la Russie depuis son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. Parmi les mesures phares, il y a l'abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation, qui est désormais fixé à un petit peu plus de 45 $ le baril, soit environ 15% de moins que son prix moyen sur le marché. Jusqu'ici, ce plafond était de 60 $, un niveau jugé trop élevé au vu des cours actuels. En fait, en ciblant ce seuil, l'UE cherche à réduire les revenus pétroliers de la Russie, une ressource clé pour financer sa guerre. Selon la chef de la diplomatie européenne, le plafond à 60 $ avait déjà permis de faire baisser ses revenus de 30%. Le ministre des Affaires étrangères a par ailleurs précisé que la France a joué un rôle décisif dans ces sanctions, également saluées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les Européens espèrent désormais convaincre les États-Unis, jusqu'ici réticents à fixer un nouveau seuil
après l'accord sur un prix de $60. Troisième actu, en France, une pétition demandant l'abrogation de la loi Duplon a collecté plus de 200 000 signatures en un peu plus d'une semaine. En fait, la loi Duplon a définitivement été adoptée le 8 juillet dernier. Le texte, qui vise officiellement, je cite, à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, autorise notamment le retour de certains pesticides auparavant interdits pour leur nocivité. Elle assouplit aussi des règles sur les méga-bassines, l'élevage intensif et les contrôles environnementaux. Cette loi, elle a vivement été critiquée, que ce soit du côté des citoyens ou des politiques plutôt à gauche. Et donc cette pétition, lancée le 10 juillet, vient d'une citoyenne qui a pu la déposer sur la plateforme des pétitions de l'Assemblée nationale. Concrètement, chaque pétition est ensuite attribuée à l'une des 8 commissions permanentes de l'Assemblée qui peut choisir de l'examiner et d'en débattre en petits groupes. À partir de 100 000 signatures, elles peuvent être diffusées sur le site de l'Assemblée nationale, ce qui leur apporte une plus grande visibilité. Et à 500 000 signatures, dans 30 départements différents, la pétition peut être débattue dans l'hémicycle si la conférence des présidents du groupe l'accepte. On suivra donc ça. Quatrième actu, le français Serge Atlaoui, ancien condamné à mort en Indonésie, est sorti ce vendredi de la prison de Meaux en Seine-et-Marne. En fait, la justice française a validé cette semaine sa libération conditionnelle. Il peut donc terminer sa peine en dehors de prison, sous des conditions strictes, comme le fait de répondre aux convocations du juge de l'application des peines. L'homme de 61 ans a passé 20 ans en prison après avoir été condamné à mort en Indonésie pour trafic de drogue. Il a été transféré et incarcéré en France en février dernier. Sa peine avait alors été abaissée en droit français à 30 années de prison par le tribunal de Pontoise. Selon les règles françaises, il était éligible à la libération conditionnelle depuis mars 2011. Selon son avocat, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de risque de réitération. À noter que Serge Atlaoui, qui a été arrêté en 2005 dans une usine près de Jakarta où des dizaines de kilos de drogue avaient été découverts, s'est toujours défendu d'être un trafiquant de drogue. Il affirmait qu'il n'avait fait qu'installer des machines industrielles dans ce qu'il croyait être une usine d'acrylique. À sa sortie de prison, il a déclaré qu'il n'aurait jamais cru que ça arriverait et qu'il était temps. Cinquième actu, le parachutiste autrichien Felix Baumgartner est mort ce jeudi à l'âge de 56 ans après un accident de parapente en Italie. Il est le premier homme à avoir franchi le mur du son en chute libre depuis la stratosphère, donc la deuxième couche de l'atmosphère terrestre, lors de son saut à 39 km d'altitude en 2012. Et donc concernant sa mort, en fait, selon plusieurs médias italiens, il aurait fait un malaise en plein vol, causant ainsi la perte de contrôle de l'engin. Il serait ensuite tombé dans la piscine d'un hôtel. Le sportif aurait fait un arrêt cardiaque alors qu'il était encore en l'air. À noter que Felix Baumgartner a aussi réalisé la première traversée de la Manche en chute libre en 2003. Il avait sauté d'un avion au-dessus de l'Angleterre et avait rejoint la ville de Calais en France, accroché à 2 ailes en carbone. Sixième actu au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro a reçu l'ordre de porter un bracelet électronique. Ce dernier est soupçonné de vouloir fuir le pays, mais aussi d'inciter à des actes hostiles contre le Brésil. En fait, si vous n'aviez pas suivi, Jair Bolsonaro est actuellement poursuivi devant le tribunal suprême fédéral pour une tentative présumée de coup d'État à la suite de sa défaite à la présidentielle de 2022. L'enquête vise à établir s'il a participé avec des proches à un plan visant à renverser les résultats de l'élection qui a été remportée par l'actuel président brésilien Lula. Pour ça, il risque jusqu'à 40 ans de prison. Dans ce cadre, la police fédérale a donc mené une perquisition à son domicile à Brasilia ce vendredi, ainsi qu'au siège de son parti, le Parti libéral. Selon des médias locaux, Jair Bolsonaro a également interdiction d'utiliser les réseaux sociaux ou de contacter d'autres personnes faisant l'objet d'une enquête par le tribunal suprême fédéral, y compris son fils, Eduardo Bolsonaro, député brésilien qui vit actuellement aux États-Unis. Et on finit avec cette bonne nouvelle, le géant français de la volaille, LDC, s'est engagé à améliorer les conditions d'élevage de ses poulets des marques Maître Coq et Le Gaulois. Concrètement, le groupe va lancer dès 2026 pour ces deux marques des nouvelles gammes qui se conforment aux critères du standard European Chicken Commitment. Cette charte vise à améliorer les conditions d'élevage des poulets en interdisant notamment les souches à croissance ultra rapide, donc des races de poulets sélectionnées génétiquement pour grossir très vite et en limitant la densité à 15 animaux par mètre carré, ce qui est déjà énorme, je vous l'accorde. Le groupe, qui assure environ 40% de la consommation française de volaille, a indiqué avoir comme objectif d'atteindre 100% de conformité d'ici 2028 et vouloir accompagner ses clients engagés dans cette transition. En tout cas, chose assez rare, l'ONG de défense des animaux, L214, a qualifié cet engagement d'avancée historique, ajoutant que Le Gaulois et Maître Coq abandonnent les pires pratiques. L214 menait une campagne publique depuis plus de 3 ans pour faire évoluer les pratiques du groupe LDC. On vous le disait au début, si vous voyagez bientôt, écoutez ce message puisque cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Saily, une application qui vous permet d'avoir internet facilement à l'étranger. En effet, c'est l'été et si vous partez à l'étranger, il y a un truc à ne pas oublier pour avoir de la connexion facilement, une eSIM, c'est-à-dire une carte SIM dématérialisée à installer sur votre téléphone. Avec Saily, vous pouvez rester connecté à internet dans plus de 190 pays sans les galères de Wi-Fi local ou de hors forfait.
forfait. En plus, l'appli est ultra simple. Vous la téléchargez, vous choisissez votre forfait en fonction du pays où vous allez, vous installez la eSIM en quelques clics et la connexion s'active automatiquement dès votre arrivée. Vous pouvez même recharger vos données en un clic et être alerté quand vous approchez de la limite. Et si vous voyagez dans plusieurs pays, pas besoin de tout réinstaller, vous n'avez juste qu'à changer de forfait dans l'application. Et en plus de ça, Saily propose aussi des fonctionnalités de sécurité. Vous pouvez modifier votre emplacement virtuel, bloquer les pubs malveillantes et naviguer de façon sécurisée grâce à une protection web intégrée. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur votre eSIM avec le code Hugo15. Le lien est dans la description. Alors demain c'est samedi et vous le savez, on continue maintenant ce format le samedi. On fera quand même une pause uniquement le samedi pendant une partie de l'été, donc dans quelques semaines on va faire une pause le samedi. On continuera autrement tout l'été, du lundi au vendredi, ce format des actus du jour, que ce soit sur YouTube et en podcast audio. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter en podcast et ça vous permet aussi d'ailleurs de recevoir facilement le format des actus du jour, mais aussi nos formats d'actu pop ou encore nos interviews. C'est sur Spotify, Apple Podcast, etc. N'hésitez pas. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain donc pour une nouvelle vidéo.